Qu'il soit père de la nation ou haï par les foules, un dictateur ne meurt jamais comme tout le monde. Mais son corps physique est un sujet brûlant pour ceux qui l'enterrent. Vol de cadavres, mausolées ou lynchage public, petite leçon de mémoire politique. Vous écoutez Anatomie d'un dictateur, le corps du dictateur, première partie. Le plus marquant fut le sort de l'Italien Benito Mussolini. Le dictateur dirigea l'Italie de 1922 à 1945, lors d'une guerre civile qui fit des centaines de milliers de morts et fut l'allié d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il finit fusillé, puis pendu à la Libération, dans une sorte de catharsis populaire. Vu l'importance de cette figure, Mussolini, qui pendant plus de 20 ans a dominé la scène, a fait que son corps physique était devenu le corps politique de l'Italie. Didier Mouchedlac, professeur en histoire contemporaine. Que doit-on faire ? Il y a eu l'idée d'exposer ce corps. Montrer qu'il était bien mort, que le tyran était bien mort. Les corps sont tout d'abord par terre, au sol, jetés à ça, au sol, en vrac, et on va avoir une véritable scène de lynchage sur ces corps. On va s'acharner particulièrement sur le corps de Mussolini. Et on en arrive à un moment où les partisans se disent « il faut qu'on fasse quelque chose ». Et ils vont hisser, c'est la fameuse scène, on voit les corps pendus à la station-service, pendus par les pieds. Celui qui était debout, comme un César romain, est pendu par les pieds. Johan Chapoutot, historien. Donc il s'agit pour la foule, qui se défoule précisément, de renverser l'ordre politique et d'exorciser ce qu'on appelle le vingennio, les 20 ans, 23 ans en l'occurrence, de fascisme. La violence du traitement du corps de Mussolini, épousant d'ailleurs la violence qu'a représentée la dictature atroce de la République de Mussolini, qui était un régime ultra-criminel. Ce sont des situations plutôt de mort-vengeance, qui elles sont généralement très spectaculaires. Sévan Garibian, juriste. Mais on s'aperçoit qu'au fond, la mort n'efface rien. Elle n'est pas la solution. Pourquoi ? Elle ne répare pas, en tant que telle, la mort d'un dictateur, en tant que telle, ne répare pas les victimes. Elle ne démythifie ou démystifie pas nécessairement le dictateur, et elle ne pacifie pas nécessairement la société civile concernée par les actes de ce dictateur. Donc c'est pas parce qu'il est mort que ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas là. Et ça peut continuer, et dans ce ça, il y a beaucoup de choses. L'héritage, ce fameux héritage de cette politique criminelle, de cette politique dictatoriale, eh bien ce ça peut non seulement durer encore longtemps, mais peut vivre cette vie post-mortem du dictateur, peut être un rebondissement. Qu'est-ce qui va se passer ? Mussolini va devenir un martyr. Les autorités italiennes vont réussir à récupérer le corps. Mais ce corps fait tellement peur que jusqu'en 1957, on va maintenir le secret de l'endroit où on a enterré provisoirement Mussolini. Nous sommes dans une période d'incertitude. C'est là qu'on voit que le corps mort continue de faire peur. Et en 1957, on se décide quand même à rendre ce qui reste de la dépouille de Mussolini. Et c'est à partir de là que vont s'organiser de véritables pèlerinages qui vont venir honorer la dépouille de Mussolini. La particularité des dictateurs, c'est qu'il faut garder évidemment à l'esprit que nous sommes en train de parler de personnes qui sont responsables d'une politique criminelle de masse. Quelle que soit la manière dont on qualifierait les crimes en question, génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre ou que sais-je encore, persécution, massacre, il n'empêche que nous sommes en train de parler de personnes qui ont mis en place une politique criminelle
de violence politique de masse. Donc, évidemment, les enjeux entourant leur disparition, sous quelque forme que ce soit, sont non seulement profondément importants, mais traversent le temps. L'enterrement de Mussolini en 1957 marquera en effet le début d'un culte qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Un autre dictateur, lui, ne fera jamais l'objet d'un culte. C'est le plus grand criminel du XXe siècle, Adolf Hitler. Hitler qui mit l'Europe à feu et à sang et créa les camps d'extermination nazis dans lesquels périrent plus de 6 millions de juifs, décida de se suicider dans son bunker quand il devint clair que sa guerre était perdue. Il va apprendre tout ce qui s'est passé pour Mussolini, le 28, le 29 avril 1945. Et les Russes sont à proximité. Et il est désormais temps de faire le choix final. Et 30 avril, eh bien, vers 16 heures, il va passer à l'acte. Il passe à l'acte, et il passe à l'acte dans des conditions où il ne peut pas se louper. Il a 2 revolvers. Il avait toujours une arme sur lui, et il a la pastille de cyanure. Il va avaler la pastille de cyanure, et il se tire en même temps une balle dans la tête. Et c'est là qu'il a cette fameuse déclaration. Il dit expressément: il est hors de question qu'on puisse récupérer mon corps après ma mort. Et il ordonne de procéder à la crémation de son corps. Donc pour Hitler, son corps devait disparaître. Et il ne pouvait d'autant pas survivre qu'il n'était pas question, comme il l'a dit, que son corps soit exhibé en Russie ou ailleurs. Il faut voir que Hitler est quelqu'un qui est obnubilé par les rituels de la Rome antique. Quelqu'un qui est passionné d'histoire ancienne et singulièrement d'histoire romaine. Donc il connaît très bien cette histoire ancienne et il la revendique pour la construction de son empire. Mais il en connaît également les rituels négatifs, en l'occurrence le rituel du triomphe du général vainqueur qui traîne avec lui les prisonniers qu'il a fait, en l'occurrence les chefs ennemis, lesquels chefs ennemis participent à la parade victorieuse du général vainqueur, avant d'être égorgés dans une prison de la ville. C'est pour ça que, 1, il décide de se suicider, et 2, il refuse que son corps devienne l'objet d'une procédure triomphale de cet ordre-là, à la romaine. Mais dans Berlin dévasté, le corps d'Hitler n'est pas entièrement brûlé. Les Russes, qui arrivent les premiers à Berlin, vont hésiter sur la conduite à tenir avec ces restes bien encombrants. Il y a deux moments dans la mise en scène soviétique de la mort d'Hitler. Le premier moment, c'est la création d'un faux. Les soviétiques estiment qu'ils ont besoin d'une image parlante, donc ils prennent un cadavre qu'ils ont trouvé dans les environs de la chancellerie, qui ressemble vaguement à Hitler, ils lui mettent une moustache, et ils lui mettent un portrait d'Hitler sur le torse, pour montrer qu'il y a ressemblance, et que c'est bel et bien le Führer, là, dont on a retrouvé le corps. Ça ne marche pas dans la mesure où la ressemblance n'est pas exacte. Alors là, les soviétiques se rendent compte qu'ils ont fait une erreur en termes de communication, comme on dirait aujourd'hui, et ils disposent de ces quelques ossements calcinés, qui ne sont en rien spectaculaires, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mise en scène de propagande, et donc ils décident de ne rien faire. De manière, au fond, assez habile, parce qu'il s'agit de dire que, certes, le Reich est vaincu, mais qu'il y a une forme de dieu ou de démon caché. Et qu'au fond, la menace peut encore exister, au moins à l'état latent, à l'état potentiel, ce qui permet de tenir le monde encore un peu en haleine, voire dans un petit état de mobilisation politique et militaire. Alors, Staline le sait qu'Hitler est mort, mais il ne le dit pas. Voilà. Lorsque la mort survient par suicide, donc quand elle est l'expression d'une conscience et d'une volonté
dictateur de s'échapper, finalement, et donc d'échapper aussi à la justice, elle est très problématique pour ceux qui restent. Cette fin de vie du dictateur peut nourrir, faciliter toute une fantasmagorie autour de la fin du tyran qui vient parasiter le travail de mémoire et le travail aussi juridique qui peut être fait au-delà du trépas. Je pense notamment à des phénomènes de spectralisation en fait, du dictateur, qui devient une sorte de fantôme, qui génère plein de théories complotistes. Finalement, peut-être qu'il ne s'est pas vraiment suicidé. Où est le corps? Est-ce que le suicide ne masquerait pas une fuite, un exil vers un ailleurs? Quel ailleurs? Qui l'aurait protégé? Où aurait-il survécu? A-t-il eu des descendants? Qui sont ses descendants? Voilà. Donc, le suicide, les situations de suicide peuvent, dans certains cas, alimenter ce type de fantasmagorie empoisonnante, finalement. Les restes d'Hitler vont donc demeurer enfermés derrière les épais murs du KGB, les services secrets russes, pendant toute la durée de la guerre froide. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas des cadavres exquis, c'est des cadavres encombrants, très encombrants, et qu'il faut plutôt temporiser. Je crois que c'est des cadavres qui sont tellement importants que on manipule quand même à chaque fois la mémoire nationale, voire internationale. Manipuler la mémoire des Allemands alors que l'Allemagne est au cœur de la guerre froide, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Le FSB, nouveau nom du KGB, va tout de même présenter ses ossements à la presse mondiale en avril 2000. S'il y a toujours une controverse sur l'authenticité du crâne, il est en revanche aujourd'hui tout à fait certain que ce sont bien les dents d'Hitler qui sont conservées à Moscou. Un crâne que l'on ne risque pas de retrouver avant longtemps, c'est celui d'un autre dictateur sanguinaire, le colonel Kadhafi, en Libye. Kadhafi, après avoir été lynché par la foule et tué, fut enterré au milieu du désert en un lieu tenu secret. Il y a une volonté effectivement de faire disparaître le corps parce que à chaque fois qu'on parle d'une dictature ou d'une autocratie, on est dans des régimes qui sont particulièrement liés à une figure, c'est-à-dire le pouvoir est incarné dans un leader. Sabine Dulin, historienne. Ce qui est évidemment très différent d'un régime démocratique où par nature on a une succession de présidents, une succession de premiers ministres, et où donc il n'y a pas véritablement d'incarnation du pouvoir dans une seule figure qui serait la figure sacrée du régime. Dans la lutte des factions que connaît la Libye, il est évident que la détention du corps de Kadhafi serait extrêmement importante. Parce que là, il y a des luttes intenses pour le pouvoir. Donc, il est évident que de l'avoir enterré de façon sommaire dans un endroit inconnu permet d'éviter d'aggraver la situation en Libye. À un moment où le fils même de Kadhafi pense se présenter aux élections. Donc, ce sont des corps très encombrants et qu'il faut absolument empêcher de revenir à la surface. Car ils sont source de déséquilibre fondamentalement pour les institutions politiques. Au fond, ce qui arrive à Kadhafi, c'est la jurisprudence Hitler. La jurisprudence Hitler, qui est la jurisprudence de Nuremberg, au fond, c'est de faire en sorte que les chefs nazis, Hitler au premier chef, les chefs nazis ne puissent pas devenir quelque chose après leur mort. Donc leur corps disparaît totalement. Himmler, après son suicide, est enterré dans un lieu totalement indéfini, non connu, dans la plaine de Lüneburg. Les ossements d'Hitler terminent dans une boîte des archives du KGB. Cette jurisprudence Hitler est appliquée à Ben Laden au moment où les services militaires américains l'abattent. Il est ensuite perdu en mer. Donc ce qui s'est passé pour Hitler se passe pour Ben Laden, et se passe également pour Kadhafi. Il s'agit d'éviter tout point de ralliement, toute abcès de fixation qui perpétuerait le souvenir, donc le charisme, donc la puissance du dictateur haï.
En Roumanie, un autre dictateur fut abattu en 1989 avec sa femme, après un simulacre de procès, Nicolae Ceausescu. Et lui aussi, on fit rapidement disparaître son corps. Se dépêcher de se débarrasser du corps, c'est aussi parce qu'on sait la puissance symbolique de ce corps. C'est-à-dire que ce soit Kadhafi, Ceausescu, on sait qu'ils peuvent revenir parce qu'ils ont des supporters, parce qu'ils ont des gens qui continuent à les considérer comme des personnes sacrées. Et il y a donc toujours moyen de les remettre en selle, tant qu'ils existent physiquement. Donc il y a une volonté de faire disparaître la possibilité d'un retour. Et puis il est bien sûr hors de question d'avoir un vrai procès. Si vous faites un procès, ça veut dire qu'il va parler. Ça soit Kadhafi, Ceausescu, Mussolini. Ils sont des dossiers, ce sont des dictateurs. Donc ils ont forcément des informations sur toutes sortes de gens. Et sur les élites qui les abattent. Évidemment, il faut en finir vite. Pas de procès. Par ailleurs, dans le fait de montrer l'exécution, donc de la rendre publique, il y a une volonté également de montrer que cette exécution est légitime, puisqu'elle est montrable. Ceausescu est exécuté devant les caméras pour que le régime issu de la Révolution populaire puisse être oint, si vous voulez, ou puisse être nimbé de cette légitimité juridique et judiciaire. L'attachement du peuple au dictateur n'arrive jamais par hasard, comme le montrent admirablement les exemples communistes. Quand Lénine, l'initiateur de la révolution russe de 1917 et fondateur de l'URSS, meurt à Moscou, le peuple se presse à ses funérailles. Il sera embaumé, puis inhumé dans un mausolée en marbre. Lénine meurt en 1924, il a 53 ans, c'est lui qui a été à la fois le fondateur du parti bolchevique qui est devenu le parti unique, parti communiste unique dès le début des années 20, et c'est lui aussi qui donc a été l'homme de la révolution d'octobre qui a fondé le régime communiste en Russie. C'est-à-dire qu'en gros on peut dire qu'il n'y aurait sans doute pas eu de révolution d'octobre s'il n'y avait pas eu Lénine. Et donc l'ensemble des leaders du parti bolchevique a besoin de pérenniser cette image du fondateur qui est hyper importante dans la Russie soviétique. C'est un moyen de stabiliser le régime et c'est vrai que derrière ça, il y a l'idée aussi qu'un être exceptionnel comme Lénine ne peut jamais mourir. Dans le cadre communiste soviétique, il y a clairement un transfert de sacralité qui est opéré. Du religieux qui est démonétisé, qui est vidé de sa substance parce que la religion c'est l'opium du peuple et c'est l'aliénation, vers le politique. Donc on se retrouve dans cette situation paradoxale où un régime qui est ouvertement athée, qui professe l'athéisme, reprend à son compte les trucs, on peut dire, ou les méthodes de l'Église orthodoxe. Le fait de l'embaumer et donc de le projeter dans l'éternité, cette méthode-là est très clairement tirée du culte des saints en vigueur dans l'Église orthodoxe. Il s'agit de sacraliser l'État par et à travers la figure et le corps de son chef. Et d'ailleurs, à la suite de la création du mausolée et de l'embaumement du corps de Lénine, un conte va se développer dans la population, une histoire qui s'appelle le Lénine intelligent, et c'est l'idée que Lénine, toutes les nuits, en fait, se relève et part regarder ce qui se passe dans le pays, donc entre dans telle réunion du bureau politique pour vérifier que le communisme est bien en train de se mettre en place, et il repart rassuré se recoucher dans son mausolée. Donc on a vraiment l'idée d'un Lénine, en fait, vivant, qui continue à veiller sur l'évolution du régime. Et il y a tout de suite un enjeu stratégique pour les membres de la direction du pays. Il faut impérativement se montrer aux côtés du dirigeant défunt. Lénine est mort, mais on est au plus proche de son cercueil, et au-delà de ça, lorsque le corps est exposé sur la place rouge, on voit les principaux dirigeants du parti bolchevique se tenir comme ça, comme des statues vivantes, autour du catafalque, pour faire cercle autour du chef,
faire cercle autour du sein de la révolution pour montrer qu'on en est proche. Et celui qui va être le plus efficace pour capter l'héritage du dirigeant défunt, c'est son successeur, Staline. Ce que va faire Staline, il va se couler dans le corps de Lénine et il va se poser comme le continuateur de Lénine. Ce qui est très intéressant dans le cas stalinien, c'est de voir l'opération qui fait que Staline, qui n'a pas justement les capacités de Lénine, a l'intelligence de se dire « je vais reprendre à mon compte le corps de Lénine et je vais m'y associer ». Il va devenir l'héritier de Lénine. D'où la construction du mausolée de Lénine, qui fait que, précisément, Lénine va devenir un véritable saint pour cette nouvelle Union soviétique. Le culte du saint fondateur de l'État communiste va donc servir le pouvoir de Staline. Il va même organiser des pèlerinages réguliers au mausolée de la Place Rouge. Et donc il y a tout ce cadre célébratif, il y a des défilés, il y a toutes sortes de choses, sachant pertinemment que, puisqu'il est le continuateur de Lénine, aller célébrer la figure de Lénine embaumé, c'est en même temps célébrer la figure vivante de Staline. Au fur et à mesure, nous avons un phénomène de glissement d'image. Alors que, n'oublions pas, Lénine était opposé à la fin, et sa veuve Krupskaya, sa femme, avait dit surtout ne l'embaumez pas. Car, n'oublions pas, Lénine était un adepte du marxisme scientifique à caractère rationnel. En dépit de ses dernières volontés, le corps de Lénine est donc détourné. Il est totalement détourné. S'y ajoute le communisme comme étant l'expression d'une religion, et à la fin, Staline apparaît comme un dieu, le dieu vivant de la Russie. Staline va régner sans partage sur l'URSS pendant près de 30 ans. Il y met en place une dictature implacable, mais se crée en même temps une image de petit père des peuples qui va atteindre des proportions incroyables. À sa mort en 1953, c'est tout un pays qui se presse aux funérailles du dictateur défunt, dans une cérémonie rassemblant des dizaines de milliers de personnes éplorées. Il faut se souvenir, quand Staline est mort, combien le peuple était motivé, on voyait le peuple russe en pleurs, en larmes, ça a duré très très longtemps. Il y a eu ces défilés devant la dépouille de Staline. Donc il y a là une expression, évidemment, qui nous est étrangère à nous. La politique n'est plus le domaine de la raison comme ça peut l'être dans nos démocraties. La masse réagit, non pas à la raison, mais réagit à l'émotion. Le deuil qui accompagne la mort de Staline en 1953 est un deuil mondial. Ça touche l'URSS, mais ça touche le monde entier, tant Staline est réputé en 1953, au moment de sa mort, pour être non pas le boucher de l'Ukraine ou l'assassin de son peuple lors de la Grande Terreur, mais est consacré comme étant le grand vainqueur de la guerre contre le nazisme. La contribution des Russes fut en effet décisive pour la victoire sur les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Staline fut aussi le bourreau de son peuple. Il provoqua la mort de nombre de ses concitoyens entre famine et répression politique impitoyable. Il est néanmoins inhumé dans le mausolée de la Place Rouge, aux côtés de Lénine. Mais quelques années plus tard, ces crimes sont dénoncés dans le fameux rapport Khrouchtchev. Dans ce rapport secret, Khrouchtchev dénonce ce qui va devenir donc le culte de la personnalité autour de la personne de Staline et dénonce les déviations par rapport à la ligne qui avait été mise en place par Lénine
dénonce les crimes de Staline. Donc il y a une volonté de retourner aux sources et de dissocier la figure de Staline de celle de Lénine. Et évidemment, c'est un pari que fait Khrouchtchev, un pari pour finalement relancer autrement un régime qui malgré tout était un peu à bout de souffle à la fin de la période stalinienne. Donc à partir de là, se pose la question de savoir que faire de cette figure qui est associée directement à la destruction de millions de personnes. Et c'est là que, en octobre 1961, de façon, je dirais, quasiment clandestine, de nuit, on ferme la zone et on va donc faire sortir cette dépouille embaumée de Staline du mausolée et on va l'enterrer tout près du mur du Kremlin. Pourquoi tout près du mur du Kremlin? Pour une raison simple, c'est que c'est surveillé jour et nuit. Et donc pas question de pouvoir emporter ce corps. Ce qui est intéressant, c'est que là, on passe de l'apothéose à la damnatio memoriae. La damnatio memoriae, c'est une procédure religieuse et politique, c'est la même chose à Rome, hein, la religion et la politique, c'est exactement la même chose. Une procédure religieuse et politique qui consiste à, comme le dit l'expression, à damner, à condamner la mémoire de quelqu'un. Eh bien, c'est un peu ça qu'on a fait avec Staline. On a opéré une damnatio memoriae. Alors, elle n'est pas allée jusqu'à son terme, parce qu'à Rome, on aurait non seulement enlevé le corps, mais on l'aurait détruit. Et par ailleurs, on aurait effacé Staline de la mémoire publique, des places publiques, des rues, etc., ce qui n'a pas été fait. Hein. Là, on a choisi une forme de moyen terme. Mais c'est bien cette idée-là. Pour que le régime survive et se survive à lui-même, il faut condamner la mémoire de celui qui l'a, au fond, si mal incarné. Vous venez d'écouter Anatomie d'un dictateur. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le corps du dictateur est un podcast coproduit par Initial Studio et Théorème, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Théorème, écrit et réalisé par José Bourgarel. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.